rester dans l'animation, mais cette fois, on va changer de continent. On va passer du Japon à l'Amérique Plus ou moins. avec. Est-ce que je le dis maintenant ou je te laisserai le dire? Non, c'est bon, vas-y. Avec ce qui est très certainement un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur dessin animé occidental. Oui, alors, donc effectivement, comme disait Flo, on va passer sur une grosse pièce de l'animation. Euh, on laisse tomber la tech-paf et autres métaphores hasardeuses, car on va rentrer vraiment dans un serious business. On va parler d'Avatar, le dernier maître de l'air. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Avatar, qu'est-ce que c'est? C'est une série fantasy d'animation donc américaine de 61 épisodes créée par Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko, qui a été diffusée à partir de 2005 par Nickelodeon. Contrairement à beaucoup des animés qu'on pouvait voir à l'époque, là, c'est vraiment une histoire qu'on suit, qu'il faut suivre au fur et à mesure, euh, euh, type feuilletonesque en fait, si on veut comprendre les tenants et les aboutissants de la série. Pour préparer un peu ma chronique, parce qu'il y a beaucoup, mais beaucoup de choses à dire, j'ai décidé d'essayer de partir du plus général vers le plus complexe avec une partie sans spoil ou très peu et une partie avec spoil. Donc, on verra un peu comment est-ce qu'on va réussir à organiser tout ça. Je vous partage une petite expérience personnelle. Euh, donc, à l'époque, oui, j'ai le droit de dire à l'époque maintenant. J'avais regardé quelques épisodes d'Avatar à la télé au moment où ça passait et de manière assez disparate. C'est-à-dire que je ne suivais pas tout à fait l'animé. Quelques années plus tard, en 2010, année de la honte, une année noire, euh, j'ai eu connaissance de la sortie de l'adaptation en film de Monsieur Shyamalan. Et afin de me remettre l'histoire en tête, car comme je disais, je me souvenais vaguement de quelques passages et de quelques épisodes, j'ai enchaîné les 3 saisons de l'animé avant d'aller au cinéma. Le bilan est que je suis sortie du cinéma et j'ai réenchaîné les 3 saisons afin d'oublier cette chose, euh, pour éviter d'être vulgaire, qui était ce film. Donc, on va ici se concentrer complètement sur l'animé. Et si vous voulez voir un peu pourquoi le film n'est pas très bien passé, en version très hardcore, vous pouvez aller voir la vidéo de Nostalgia Critique en anglais sous-titré français, qui saura très bien vous expliquer pourquoi il ne faut mieux pas s'attarder dessus. Qui parmi vous a regardé Avatar? Moi, je suis en train de regarder, dans le fond, j'ai commencé, puis je suis rendu comme proche de la fin, là. Je suis comme plus qu'à la moitié du livre 3 là, qui est la troisième saison. Moi, j'ai vu la première série quand Korra a été annoncée, puis j'ai regardé Korra semaine par semaine. Ok, bah, Ok, moi, et Flo, bah. j'ai regardé aussi, ouais. D'accord. Donc, D'ailleurs, alors juste pour dire, comme toi, en fait, j'avais vu quelques épisodes par-ci par-là quand j'étais gamin. J'ai pas vu le film. Par contre, j'ai du coup suivi toute la série il y a quelques années seulement, donc je l'ai vraiment découvert avec un regard d'adulte. Voilà, c'est juste pour. d'accord. Ouais, mais bon, Malheureusement, j'ai vu le film. malheureusement, voilà. Mais pour résumer un peu, ce qui revient souvent en ce moment à ce propos, c'est quand on regarde l'animé, on dit je savais que c'était bien, mais je ne savais pas que c'était aussi bien. Et quand on parle du film, c'est je savais que c'était mauvais, mais je ne pensais pas que c'était aussi mauvais. Et je pense que c'est un très bon résumé. Ouais, je Euh, pense aussi. voilà. Petite question, pire ou mieux que Dragon Ball Evolution, le film? Bien. Ok, Il paraît que c'est un peu à ce moins pire. point-là? Il Ok, paraît que c'est un peu moins pire, mais ok. Mais c'est du même légèrement. calibre. Ok, Voilà. Non, en vrai, je sais pas, c'est compliqué, hein. ouais. Mais effectivement, le film a beaucoup été comparé en termes d'adaptation à Dragon Ball, le film. Ouais. Mm. Ils sont égaux dans le sens où on reverra aucun des deux, je pense. Ouais. Donc en soi, il est parfait pour une soirée nanar, mais c'est pas de ça dont on va parler. Moi, j'ai vu aucun des deux, hein.
Faudrait vraiment que Eh ben, j'essaye un tant mieux jour. pour toi. Non, Non. Non, ne t'inflige pas ça, je fais encore des cauchemars. donc, ok. Voilà, donc je pars sur le sans spoil. Je vais partir un peu sur le lore général qu'on va approfondir un peu plus tard dans la chronique. Avatar, ça se passe dans un monde imaginaire qui est divisé en 4 peuples différents. Donc on retrouve les tribus de l'eau, le royaume de la terre, la nation du feu et les nomades de l'air. Certaines personnes vivent leur vie comme vous ou moi, pauvres moldus que nous sommes, et d'autres peuvent maîtriser l'élément correspondant à leur origine. L'avatar, lui ou elle, d'ailleurs, est une personne capable de maîtriser les 4 éléments afin de préserver l'harmonie et l'équilibre du monde entre les 4 nations ainsi qu'avec le monde des esprits. L'avatar sera incarné en suivant un cycle défini, eau, terre, feu, air. Voilà, donc là c'est vraiment le lore très très général et vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, je vais dire un peu l'histoire avec les 3 premiers épisodes, donc histoire de résumer un peu le synopsis. Éventuellement, on verra avec Flo si c'est possible de mettre le générique des épisodes. Ouais, au pire, je me ferai démonétiser, mais vu qu'on n'est pas monétisé, bah c'est bon. Voilà. Donc, on verra bien. Suspense, suspense. Non, mais c'était prévu de toute façon. D'accord. Nous commençons l'histoire où Katara et Sokka, un frère et une sœur de la tribu de l'eau du pôle sud, libèrent Aang, un jeune maître de l'air d'une douzaine d'années, d'un iceberg. Ils se rendent rapidement compte que Aang était resté prisonnier pendant une centaine d'années, durée pendant laquelle la nation du feu profita pour coloniser les autres nations. Le maître de l'air se réveille donc dans un monde en guerre, un monde qui a besoin de lui, car il est le fameux avatar destiné à rétablir l'équilibre du monde, déjà presque rompu. Pourquoi je dis presque rompu? Parce que, en effet, le dernier avatar ayant été de la nation du feu, comme je le disais, c'est un cycle prédéfini, le suivant était obligatoirement un ou une nomade de l'air. Ayant décidé d'anticiper la venue du prochain avatar, le seigneur du feu de l'époque, le seigneur du feu Sozin, décida de génocider les nomades de l'air. D'où le titre, Dernier maître de l'air, animé pour enfants. Parallèlement, nous suivons le prince Zuko de la Nation du Feu, banni de sa patrie par son propre père et condamné à trouver l'avatar pour retrouver son honneur. Il est accompagné par son oncle, le général Aero. Ou Hiro, ça dépend si on est plus VF ou VO. Alors, donc voilà, pour le speech général. Pourquoi Avatar? Je trouve que ça va beaucoup plus loin qu'une simple série d'animation normale. Tout simplement, déjà, premier point, c'est difficile de résumer, comme je disais, tout ce qui est bon dans cet animé. Tout simplement parce que l'écriture, le world building, tout est travaillé, tout est poussé presque jusqu'à son extrême. Si tu te poses une question sur Avatar, sur le monde d'Avatar, tu trouveras une réponse quelque part. Que ce soit sur le fonctionnement du monde, les habits, l'architecture, la manière de maîtriser les aimants, la psychologie, les actions des personnages, etc. Donc, on va se plonger dedans sur la beauté de l'écriture, la beauté du lore, la beauté des personnages d'Avatar, le dernier maître de l'air. Tout d'abord, l'univers et les peuples. Donc, dans l'univers et les peuples, on retrouve effectivement une très forte influence asiatique, d'où ce que je disais tout à l'heure à Flo, ça dépend. Voilà, effectivement, le monde d'Avatar est divisé en 4 parties, en 4 peuples. Pour écrire cette partie en termes de lore, je vais surtout voler les citations de l'oncle Hiro, ainsi que les inscriptions dans les coins du générique de début. Parce que dans le petit générique du début, vous avez des petites inscriptions et ça signifie quelque chose. Les inscriptions et les écritures dans Avatar signifient quelque chose. Elles sont traduisibles, n'est-ce pas, Shyamalan, qui a rempli ça par des signes informes qui ne veulent rien dire. Oui, je suis énervée. Bref. Donc, on va commencer avec la tribu de l'eau. Alors, donc, la petite inscription dit « L'eau est bienveillante ». L'eau est l'élément du changement. Les membres de la tribu de l'eau ont un grand sens de la communauté et font évidemment preuve, comme leur élément, d'une grande adaptabilité. Les membres des tribus de l'eau vivent sur la glace au pôle Nord et au pôle Sud.
ils ont une peau légèrement foncée et ils sont globalement, très globalement, inspirés des cultures inuites, même si la ville au pôle Nord est plus d'inspiration vénitienne. L'art martial d'inspiration pour la maîtrise de l'eau est le Tai Chi Chuan. Voilà, donc comme je disais, le Tai Chi Chuan. Et oui, en effet, la maîtrise des éléments dans l'animé, c'est pas juste une série de gestes étranges, de chorégraphies, de haka pour envoyer un caillou. Pardon. C'est vraiment basé sur des arts martiaux qui correspondent à l'élément. Donc, en l'occurrence, ici, le tai chi est un art martial qui est plutôt dit interne. Il accompagne le mouvement en utilisant la force et l'énergie de l'adversaire. On voit très, très bien cette idée d'accompagnement, d'ailleurs, lors de duels entre 2 maîtres de l'eau. Le tai chi est également connu pour ses capacités de guérison, parfait pour l'eau, vu que les maîtres de l'eau peuvent soigner. Voilà, il n'y a rien au hasard dans cette série. L'inscription pour le feu est féroce. La nation du feu qui correspond plutôt à l'élément de pouvoir et de la férocité. C'est le désir, la volonté et l'énergie qui représentent surtout ce peuple. Les maîtres du feu ont une tendance à vouloir imposer leur volonté à leur élément, et on le voit bien dans leur mode de vie. La nation du feu s'étant installée par exemple sur des volcans, sur des îles volcaniques, ou même le principe de chasser les dragons, qui étaient les maîtres primordiaux du feu dans le monde d'Avatar. Et effectivement, les personnes réussissant à abattre un dragon gagnant un titre honorifique. Le style vestimentaire architectural rappelle grosso modo le Japon. Voilà, donc ils vivent sur une île, etc. Même si l'inspiration vient également de la Thaïlande, de l'Inde et également aussi un peu de la Chine au niveau de certains objets et de certaines armes. La maîtrise du feu paraît est agressive, assez impressionnante, qui correspond à son art martial d'inspiration, qui est le Kung Fu Shaolin. Pour l'air, donc l'inscription, c'est l'air est harmonieux. C'est l'élément de la liberté et de la paix. Les maîtres de l'air ou les nomades de l'air sont effectivement des personnes pacifistes, vivent souvent en haut des montagnes, car ils peuvent voler, ça aide. Ce sont des nomades, effectivement, donc dû au fait de leur élément. En fait, c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans Avatar, c'est que souvent, l'élément de chaque peuple influe sur le style de vie. Voilà, donc effectivement, les nomades de l'air pouvant voler, grâce au bison volant, ils sont nomades, voilà, ils se baladent partout dans le monde. Au niveau de l'inspiration, eh ben, c'est clairement une inspiration tibétaine pour la création des nomades de l'air. Et l'art martial est le Baiguazhang, un art martial dit également interne comme pour l'eau et le tai chi. Il se base sur des déplacements circulaires et des rotations, parfait pour l'élément de l'air, plutôt basé sur l'esquive que l'affrontement direct. Enfin, pour le dernier élément, nous avons donc la terre est forte. C'est l'élément de la matière et les personnes du peuple de la terre sont robustes, persévérants et endurants. Le royaume de la terre s'étend sur la plus grande partie du monde d'Avatar. Les styles vestimentaires architecturaux rappellent de leur côté la Chine et dans une moindre mesure la Corée. Quant à Ba Sing Se, la capitale, elle est entourée de grands murs. Les personnes sont divisées en castes suivant leur richesse et leur influence. Et on retrouve le principe de dictature, service secret, censure, roi pantin ignorant. Ça rappelle des choses. Vu qu'il manipule la terre, il s'agit du peuple qui construit les plus grandes villes. L'art martial, donc, pour la maîtrise de la terre, est le Hungar, basé sur des positions basses et stables, comme un roc, comme dirait Toph Beifong, qui est sans doute le personnage le plus badass d'Avatar, mais on va y revenir. Enfin, l'avatar lui-même vient de la religion hindouiste. Je vais vulgariser un petit peu, alors me tapez pas. Dans un des écrits fondamentaux, il y a un passage où Krishna, un avatar justement, dit « Pour la sauvegarde du bien,
pour la destruction du mal et pour le rétablissement de la loi éternelle, je m'incarne d'âge en âge. Donc, toujours pareil, effectivement, qui correspond très bien à l'idée d'Avatar. Voilà, donc effectivement, ils ont une influence autant architecturale, mais également spirituelle. Voilà pour le lore. Vous avez remarqué, vous, un peu tout ça ou pas? J'avoue que je ne m'étais pas suffisamment intéressé pour connaître tous ces détails, donc c'était très intéressant. Mais moi, Ouais. vas-y, Flo, hein, je vais y aller après. Ouais, bah, j'allais dire, il y a certaines références qui sont assez évidentes, mais j'avais pas creusé autant que ça. Enfin, Voilà. l'inspiration des peuples, des différents peuples, elle est assez claire, mais tout ce qui est messages cachés et les arts martiaux dont c'est inspiré, je ne connaissais pas du tout. C'était quelle langue, les symboles Alors, c'est plusieurs dialectes différents, en fait, vu que souvent on les voit sur les avis de recherche. Donc, ça dépend où sont les avis de recherche, c'est-à-dire que suivant si c'est au royaume de la Terre, si c'est dans la nation du feu, et à quel endroit en plus, ce sont des dialectes différents. Alors, je ne me suis pas complètement renseignée parce que sinon ma chronique allait durer 2 heures et demie. Donc, n'hésitez pas à aller checker un peu sur Internet. Il y a vraiment plusieurs dialectes qui sont utilisés suivant les endroits où ils sont. Ok. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant. Et effectivement, donc, comme je disais, c'est vrai que souvent les peuples, comme tu disais, on les voit. On le reconnaît, et moins l'art martial. Et c'est ce qui apporte cette cohérence absolument incroyable dans les combats d'Avatar. Parce que un geste implique une action. Et quoi qu'il se passe, ce geste va toujours faire cette action. Et c'est toute cette cohérence qui est vraiment très, très satisfaisante dans cet animé. Maintenant que j'ai fait le lore, on va partir sur les personnages. Parce qu'effectivement, comment faire une bonne histoire, même si le lore est excellent, sans bon personnage? L'écriture des personnages est une tuerie. Chacun d'eux a une histoire, un contexte qui justifie absolument tout. Petit passage pour Flo, pas de mindfuck à la Daenerys façon saison 8 de Game of Thrones. Ouais, Que d'ailleurs, du... il y a eu. Alors, juste comme ça, il y a eu pas mal de mèmes quand la saison 8 est sortie qui comparaient justement Avatar à Game of Thrones. Et je trouvais ça absolument délicieux que ce soit un dessin animé censé être pour enfants qui mettait à l'amende une des plus grandes séries, enfin, ce qui était censé être la plus grande série de notre époque, quoi. Enfin, Ouais, ouais c'est t'avais c'est posté pour ça dire à quel point d'ailleurs. c'est bien, quoi. Mm. Et c'est vrai que tu avais posté ça, et c'est pour ça d'ailleurs que je dis que je t'ai fait un petit clin d'œil pour ça. Ouais. Voilà. On y retrouve aussi une diversité incroyable, sans forcing, car encore une fois, tout est justifié. Alors, je vais encore une fois essayer de faire sans spoil, même si je vais donner des petites informations sur les personnages qui n'apparaissent que dans la saison 2 et des légers éléments de background. Les personnages ont tous une histoire familiale complexe qui définissent ce qu'ils sont et les combats qu'ils ont à mener, les rendant profondément humains et attachants. On commence tout simplement par le héros, Aang, qui est donc l'avatar et qui est destiné à sauver le monde en tuant le Seigneur du Feu. Mais avant toute chose, c'est un jeune garçon de 12 ans, moine, pacifiste et vegan. Un perso principal vegan. Parce qu'on lui enseignait que toute vie était précieuse. Je vous rappelle qu'on est en 2005, les amis. Un héros pacifiste pour pas si longtemps après le World Trade Center, c'était quand même assez couillu. Il est plein de joie de vivre, n'est-ce pas Shyamalan? D'ouverture sur le monde, avec également au fond de lui une grande culpabilité venant du fait d'avoir voulu fuir ses responsabilités d'avatar et de ne pas avoir été présent lors de l'attaque de la Nation du Feu sur les nomades de l'air. Ce passage a d'ailleurs donné lieu à l'épisode qui s'intitule La Tempête dans la saison 1, qui est un des meilleurs épisodes de cette saison. Ensuite, j'enchaîne sur Katara. Donc, Katara, qui est la jeune fille de l'eau qui découvre Aang dans l'iceberg. C'est la figure maternelle du groupe, car elle a dû
en grande partie prendre soin du village où elle vit et de son frère Sokka dû à son statut d'orpheline causé par la mort de sa mère et le départ à la guerre de son père. Elle incarne la moralité, également pleine de droiture et assumant ses convictions. Elle possède aussi ses propres contradictions. Par exemple, on voit qu'elle en veut à son père d'être parti, même si elle savait que c'était nécessaire. C'est ça aussi qui les rend humains. C'est des choses que nous, on peut ressentir. Enfin, les personnages s'autorisent à ressentir des choses qu'ils savent qu'ils ne devraient pas ressentir parce que ce n'est pas totalement légitime. Et à ce niveau-là, ça nous les rend plus proches, plus vrais. Donc, pour son grand frère Sokka, c'est un peu le comic relief de la série. C'est à côté un très bon stratège et il est très intelligent quand il le veut. Il se sent faible comparé à ses compagnons qui sont tous de grands maîtres des éléments, sauf lui, parce que ce n'est pas un maître des éléments, c'est un moldu comme vous et moi. Et malgré ça, il ne se sent jamais obligé de les rabaisser. Et d'ailleurs, son statut de comic relief, c'est un peu son syndrome de l'imposteur qui le cache derrière un masque de clown assez bien élaboré. Quatrième personnage, donc là on arrive un peu à la saison 2. Toph. Juste Toph. Toph est une jeune fille de 12 ans, aveugle, surprotégée par ses parents, qui a appris la maîtrise de la Terre en autodidacte. Et c'est le personnage le plus badass de la série. Son handicap n'est jamais nié, c'est d'ailleurs la première à le rappeler à ses compagnons de route par des blagues qui ne tombent jamais à côté. Pour exemple, il y a un moment où elle les emmène sous terre et Sokka se plaint qu'il ne peut rien voir et Toph lui dit « Oh, quel dommage !» Voilà, donc elle est vraiment toujours celle qui rappelle à ses compagnons qu'elle a un handicap, mais sans forcément rester focalisée dessus. Le fait d'avoir été surprotégée l'amène aussi à un gros désir d'indépendance en voulant prouver constamment qu'elle n'a pas besoin d'aide, ce qui est très bien montré également dans l'animé. Bien que maître de la Terre, Toph utilise plutôt un art martial inspiré de celui de la menthe religieuse du Sud, plutôt axé sur des mouvements rapides des poignets et des mains, et basé sur la précision et l'anticipation des positions de ses adversaires. Donc, absolument parfait pour Toph qui a une petite technique pour savoir où sont ses adversaires et réussir à anticiper. Pas à voir, à sentir plus ou moins où ils sont. À savoir également que ce n'est pas le seul personnage atteint de handicap de la série. Alors, je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup de votre côté des séries d'animation avec des personnages atteints de handicap, mais qui ne sont pas, enfin, je veux dire, qui assument, qui assument leur vie, qui assument leur handicap et qui continuent leur vie. En tout cas, Avatar, il y en a et il le fait bien. Zuko. Donc Zuko, comme je disais plus haut, le prince banni. Je vais essayer de pas trop faire ma fangirl, mais ce personnage est une petite pépite d'écriture. Zuko, au départ, est assez violent, colérique et impulsif, comme son élément d'ailleurs. Cependant, l'animé arrive très rapidement à nous faire ressentir une grande empathie pour ce personnage grâce justement à son oncle Hiro, qui va nous raconter justement son background. Et au fur et à mesure des épisodes, on se rend compte assez vite que si Aang est le personnage principal, Zuko n'est absolument pas en reste, volant très rapidement la vedette de notre maître de l'air. Les épisodes doubles sur eux deux font partie des meilleurs épisodes de la série, voire justement l'épisode tout à l'heure que je parlais, La Tempête, dans la saison 1. Il a aussi des épisodes qui sont centrés sur lui, qui sont absolument sublimes. Donc voilà, vraiment Zuko, petite pépite. Son oncle, donc Hiro, qui est sûrement mon deuxième personnage préféré. Et je pense que c'est un peu l'oncle de tous ceux qui ont regardé cette série, ou en tout cas l'oncle qu'ils auraient voulu avoir. Hiro est un personnage qui est
plein de joie de vivre, qui a envie de, enfin, qui est assez posé, qui est plein de réflexion et de sagesse. Et on se rend compte aussi également au fur et à mesure des épisodes que lui aussi a une grande culpabilité au fond de lui, et que justement son arc de rédemption est avec Zuko, car en fait Hiro a perdu son fils à la guerre, dans un siège qu'il était lui-même, enfin qu'il était censé mener. Par rapport à ça, d'ailleurs, petit coup de tristesse pour l'épisode Tales of Ba Sing Se, qui a beaucoup de mèmes dessus aussi également. En tout cas, Flo nous en partage souvent dans le Discord, et à chaque fois que je vois juste l'image, je pleure. Donc voilà, c'est un très très bon personnage qui, on se concentre moins sur lui et sur son évolution, et pourtant je trouve que son évolution est absolument incroyable également. On en parle un peu plus bas dans la partie spoil. Je vais m'arrêter avec Azula, la sœur de Zuko, qui est une jeune fille sociopathe, enfant préféré de son père, le seigneur du feu Ozai, et qui fonctionne qui essaye de fonctionner comme lui par mimétisme, en fonctionnant plus sur la peur et qu'elle peut provoquer, et sa cruauté pour s'entourer, que sur la confiance. Et voilà. Petit mot sur Ozai, justement, le Seigneur du Feu, donc, qui est le vilain principal de toute cette série, de toute cette animée. J'en parle pas trop parce que vous allez voir qu'ils ont réussi une attente dans l'animé. Car si on voit Ozai, mais on le voit ou flou, ou alors parce qu'il s'entorre de flammes, alors on le voit à contre-jour, entre guillemets, en contre-lumière, et on voit réellement son visage qu'au début de la saison 3. Voilà, donc 2 saisons, c'est le méchant principal de la série, 2 saisons où on ne le voit pas, on ne sait pas à quoi il ressemble, et c'est vrai que ça crée ce petit sentiment d'inquiétude. Je mets aussi un petit mot sur les musiques qui sont absolument splendides, et qui sont très très bien utilisées dans l'animé. Et encore une fois, je recale un petit épisode dans le moment spoil pour tout ça. Est-ce que vous avez des petites choses à ajouter? Très d'accord avec ce que tu as dit sur le développement des personnages, parce que la première fois que j'ai essayé de regarder Avatar, au début, je trouvais ça un peu enfantin. Puis là, plus tu en apprends sur les personnages, puis leur background, puis tout ça, puis tu es juste là, c'est trop bien, j'en veux encore, j'en veux plus. C'est intéressant que tu parles de ça, parce que justement, donc petite info, il fallait quand même vendre la série. Déjà un génocide à l'épisode 2, c'était compliqué. Effectivement, ils n'avaient pas énormément de budget non plus. Donc la saison 1 souffre effectivement d'un manque de budget, de vouloir vendre ça à Nickelodeon, parce que c'est pour enfants à la base. À la base, c'est pour enfants. Euh, voilà, donc c'est vrai que la première saison paraît beaucoup plus enfantine, et les combats sont moins beaux que après. Quand on compare les combats des premiers épisodes avec les derniers épisodes de la saison 3, c'est assez impressionnant. Est-ce que tu vas revenir un peu plus en détail après sur l'évolution de certains personnages? Parce que là, tu les as surtout présentés Et oui. comme on... D'accord, ok. Euh, Très bien. Mais ouais, moi, alors que certains, hein, pas tous, mais... je voulais ajouter, c'est vrai que je lis beaucoup de comics et que Marvel, ils essaient d'être très inclusifs avec les handicaps et ce genre de choses, ou les minorités de genre. Mais c'est vrai que les personnages qu'ils créent pour créer cette inclusivité, on a l'impression qu'ils sont caractérisés par ça, en fait, qu'ils sont là juste pour faire le quota. Alors que Toph, c'est vraiment juste un détail de son personnage, c'est qu'elle est aveugle. Et elle a toute une autre dimension, plein d'autres dimensions de son personnage. Et elle réagit comme comme j'imagine quand on est pote avec un vrai aveugle, c'est-à-dire que les blagues,
tombe toujours tout le temps et tout le monde en rigole, c'est pas du tout gênant. Et jusqu'à la fin de la série, les blagues continuent d'être toujours aussi drôles sur Toph, elles sont vraiment géniales. Et un petit truc que t'as pas dit, vu que tu aimes bien les significations, Toph, ils l'ont écrit d'une manière un peu spéciale, mais en fait, en anglais, phonétiquement, ça veut dire dur à cuire, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai que je me suis pas complètement arrêtée parce que, enfin, sur tout, parce que ça serait Comme très très long. c'était déjà très bien. Mais Et, non, mais c'est pareil, Ang, c'est pareil, ça a une signification, je sais plus quoi de s'accrocher. mémoire, mais, euh, mais il me semble que lui c'est P ou quelque chose comme ça. Et ce que je voulais te dire aussi, oui, c'est ce que tu disais par rapport au génocide. Bon, faut quand même relativiser. Ça a lieu enfin, c'est que des on-dit quand ils en parlent. C'est pas montré non plus. Ouais, c'est Et ça. Oui, après tu le comprends, hein, oui, oui, enfin, mais disons que c'est un mais peu c'est pour un. ça aussi que ça passe également pour les enfants, hein, Oui, d'ailleurs, parce oui, que bien sûr. Bah, voilà. c'est là où je voulais en venir. Et c'est un peu le syndrome. Du coup, enfin, il y a Florent qui va connaître le syndrome One Piece où il y a des morts, mais seulement dans le passé, en fait. Une fois qu'on est dans le présent, les choses vont en général bien se passer. En Ouais, général. voilà, non, mais je veux dire, il y a des morts, mais c'est pas, ou c'est pas montré, ou c'est pas dit, mais clairement, Oui, il y en a, hein, tu vois, des choses. oui, Je pense, juste au moment, fin de saison 2 sans trop spoiler, au moment où Toph s'échappe, ouais. sans dire autre chose. Mm. On est d'accord que les deux, là, personne qui est retourné les chercher. Oui, Ouais. bon. Non. Non, je pense faut Non, pas mais extrapoler non plus. Mais après, moi, j'ai plus l'intention de dire, c'est comme fin d'épisode ouvert, là. Tu peux t'imaginer la suite selon ce que Mm. tu préfères en fait. oui, je veux dire, c'est pas montré, mais ça m'étonnerait qu'il y ait Ouais. quelqu'un qui soit allé les récupérer, Mm. quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un univers avec beaucoup d'intrigues politiques, des nations qui se font la guerre et tout. Mais malgré le fait qu'ils se battent avec du feu et des cailloux, on va pas. C'est des batailles très clean, hein. Il y a pas, il y a pas. Ils arrivent en se battant avec du feu et des lancers de caillasse à jamais tuer qui que ce soit. Ça reste très bon enfant et il n'y a pas de bataille avec des enjeux mortels. Je pense que C'est c'est pas le, une critique, hein, c'est juste une remarque. mais c'est peut-être c'est peut-être le seul élément de Avatar qui jure un petit peu. Mais Parce que encore une fois, parce que en fait, effectivement, il y a, c'est pour enfants en Oui, soi, oui, donc c'est pas une c'est critique, compliqué. évidemment. non, ouais, bien sûr, mais en fait, je trouve du coup, il y a un léger décalage entre ce que la série raconte et ce qui se passe du coup dans les batailles, en fait. Il y a un petit décalage à ce niveau-là. Après, bah, Après, évidemment, en soi, n'oubliez pas, on voit pas tant que ça de bataille, hein. Oui, oui, c'est c'est vrai vrai. aussi, ouais. Enfin, Oui. on voit des bagarres, on voit des duels, on voit ce genre de choses, mais on voit très très peu de grosses batailles. Vraiment, hein, c'est ou fortement sous-entendu ou montré, mais rapidement, parce que ça se concentre sur autre chose. Comme la saison 1 d'ailleurs, le dernier épisode. On se concentre plus sur les esprits que. Mm. Ouais. Et Oui. ouais, non, vas-y. Non, c'est bon, moi, Mm. j'acquiesçais juste. Est-ce que tu vas parler après des relations entre les personnages ou pas? Alors un peu plus, pas tout, mais après, encore une fois, rien n'empêche d'avoir un petit débat. Là, c'était vraiment juste les 3 premiers épisodes avec D'accord. des petits backgrounds d'autres personnages. Voilà, je vais aller un tout petit peu plus loin après, et pas trop non plus. Bah oui, évidemment. Voilà, donc bah, d'ailleurs, on va pouvoir débattre tranquillement parce que partie spoil, alors peut-être que nous aurons un flow du futur pour indiquer un timecode. Oh, je les mettrai dans la description. D'accord. Bon, pas de flow du futur cette fois-ci. Tant pis. Non. Enfin, si, si, il y en aura un parce que
J'ai dit une bêtise, enfin, je donnais une information fausse au tout début, donc voilà, j'ai déjà prévu Ah bah voilà. de Donc, réparer ça au montage. bon, nous verrons bien. Suspense. Ouais. Donc, partie spoil. Donc, comme je disais, toujours plus loin dans les détails avec la création de la maîtrise du métal par Toph, justement, et la découverte de la maîtrise du sang. Maîtrise du sang. Alors, je sais pas pour vous, mais moi personnellement, cet épisode, même après, j'étais pas totalement à l'aise, hein. Il est quand même assez effrayant. Donc, effectivement, maîtrise du sang par les maîtres de l'eau. Le corps étant composé en grande partie d'eau, ça paraissait logique. D'ailleurs, juste, on remarquera que Zack Snyder a fait le même coup dans Justice League et que c'est super effrayant en vrai. Je me souviens pas. Ah oui, Il y a- c'est la copine du roi des Atlantes, là. Ouais, bah c'est Ah Mera, oui, ouais, oui, oui, qui c'est vrai. aspire le sang du visage de Steppenwolf, là. Bah, c'était une des meilleures scènes, je trouve. Ouais, ouais, Mais c'est effrayant, hein. ouais. Juste d'imaginer, mais ça me fait penser aussi à la maîtrise du l'air de Zahir dans Korra, qui aspire l'air Ouais. des poumons des gens. C'est, Ah, j'ai envie de regarder Korra maintenant, tu vois. T'avais pas regardé Korra? Non, non, j'ai jamais vu Korra. Ah, pardon. Cora est un peu plus mature. Oui, Korra est un peu plus mature. Enfin, les thèmes de Korra sont plus Pas matures. beaucoup plus. Korra en elle-même est Ah oui, non, oui, insupportable. bien sûr. Oh la vache. Ah, j'ai envie de la claquer. Vraiment, hein. J'irai pas jusque-là. J'aime beaucoup moins les personnages de Korra. Mais donc voilà, donc oui, effectivement, il y a un moment où il y a un méchant maître de l'air qui est capable d'aspirer l'air des poumons des gens. Voilà, c'est bon? Comme ça, on a le problème des morts réglé. Donc oui, effectivement, la maîtrise du sang qui fait assez peur. Je pense que ce que tout le monde attendait au niveau des personnages, c'est le meilleur arc de rédemption qui ait jamais existé, c'est-à-dire celui de Ah, Zuko. voilà. Voilà, parce que Zuko, donc le prince Vani, a un arc de rédemption tellement exceptionnel qu'il faut en faire une échelle Ah, mais de valeur sur c'est les le maître arcs de étalon. rédemption. C'est le maître, c'est le... Oh, bon, voilà. C'est merveilleux l'arc de rédemption de Zuko. Donc Zuko qui, comme je disais plus haut, était assez détestable au début. Voilà, en tant que prince banni, il cherche son honneur. Ça me fait penser à la blague de quelqu'un sur le Discord. Vous croyez que l'honneur, c'est l'animal de compagnie de Zuko? Pas très gentil pour lui. Mais qui effectivement appelle son honneur à tort et à travers, et avec son oncle Hiro qui essaye de le pousser sur le droit chemin, qui essaye de le pousser à se reposer, à réfléchir à qui il est, etc. Mais Zuko est impulsif, Zuko n'écoute pas. Et, euh, et Zuko est merveilleux. Juste la phrase de Zuko à la fin de la saison 1. Mon père disait souvent que ma sœur était née chanceuse et que moi, j'ai juste eu la chance de naître. Cette C'est phrase tellement fort, ça, là. est d'une beauté absolument incroyable. C'est donc comme tu disais, c'est d'une force. C'est enfin, t'es Zuko quoi. Puis moi, Euh, par rapport à Zuko, au début, je l'aimais pas du tout, mais juste voir son évolution là, depuis la fin de la saison 1, complètement toute la saison 2, là, je sais pas encore si j'ai passé la rédemption que tu as dit, mais je trouve ce personnage exceptionnel aussi. Genre, tellement, tellement beau son évolution, là. Ouais. Et justement, parfaitement logique. Donc, effectivement, Zuko,
C'est un personnage, donc, comme il disait, qui a eu la chance de naître. C'est un personnage qui doit se battre, qui a toujours dû se battre, qui, qui échoue souvent. Et souvent, j'ai vu des vidéos où il était quasiment comparé à la Team Rocket. Donc effectivement, Zuko est un personnage qui échoue, qui n'y arrive pas, qui doit se battre pour obtenir le peu qu'il a et, euh, et voilà, pour essayer de regagner son honneur. Enfin, ça, c'est ce qu'il croit. Chapitre 2, donc livre 2, La Terre. C'est le début de la transformation de Zuko, qui a sûrement les meilleurs épisodes sur Zuko de tout l'animé, où il commence à se rendre compte vraiment des actions de la Nation du Feu. Donc à un moment, lui et Hiro se rendent compte qu'au final, ils auront beau tout faire, et ils n'arriveront pas à être réacceptés dans leur patrie, et décident de rester dans le royaume de la Terre en fugitif et à se faire passer pour des réfugiés de guerre. J'ai oublié de dire que dans le 1, on a un épisode flashback où on se rend compte qu'en fait, il a été banni et qu'il veut retrouver son honneur pour avoir fait quelque chose de moralement bon. Et ça, faut pas l'oublier. Je Je retourne pense que sur. tu peux, mais je pense que tu peux donner le détail, non? Parce que si tu veux vraiment raconter l'histoire de Zuko, faut. Enfin, Ouais. je sais pas à quel point tu vas dans le détail, parce que ça pourrait faire une Oui, chronique c'est à vrai, part c'est vrai, entière, en en fait. fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il a été, en fait, il a été banni pour avoir participé à un conseil de guerre avec son père, où un général avait décidé d'envoyer des troupes en sacrifice. Je ne sais plus quel est le mot exact. Pas sacrifice, c'est. Mais comme pour faire une diversion, puis les troupes allaient se faire. En, Il y Enfin, avait en comme des pâture. théories, là. Ouais, pas sûr. oui, c'est ça, voilà, des troupes, des troupes qu'on pouvait perdre, des Chair jeunes à personnes canon. de la nation. Et Zuko s'est insurgé contre cette idée qu'effectivement, ben, il trouvait que ce n'était pas moralement bon de laisser envoyer des jeunes personnes au casse-pipe. Et donc son père, enfin, donc résultat, il y a eu un. Ah, c'est compliqué pour le coup maintenant. J'avais pas écrit tout ça. Et son père s'est considéré bafoué par cet acte de Zuko parce qu'il ne devait pas parler à la base et l'a provoqué en Agni Kai. Alors l'Agni Kai, c'est un duel entre deux maîtres du feu. Zuko se rend compte que c'était son père qui l'avait offensé pendant le conseil, l'a supplié de mettre fin au combat, et son père lui a brûlé la moitié du visage. Parce que c'est un bon papa. Aussi, il pensait qu'il allait devoir affronter le général qui allait offenser, puis quand il s'est rendu compte que c'était son père, finalement, qui allait affronter, Ouais, et il il a a comme eu un peu refusé peur. Ouais, l'affrontement, c'est ça. justement. Sauf que son Mm. père n'a pas. Voilà, son père n'a pas voulu arrêter L'affrontement. voilà, l'affrontement, refuser l'affrontement. Pour rappeler, Euh, rappeler qu'il a une évolution capillaire en même temps que son évolution de personnage. Mais tout le monde parle de son évolution capillaire. À savoir que d'ailleurs, c'est pareil dans la saison 1, donc la coupe qu'il a, c'est, il me semble, une coupe au niveau du Japon, il me semble, où si une personne perd son honneur, doit se raser la tête et laisser juste un bout de ses cheveux, donc sa fameuse queue de cheval. Donc, même capillairement, ils sont allés jusque-là. Voilà, en sachant que les personnes donc, n'avaient le droit de se faire repousser les cheveux qu'une fois que leur honneur était retrouvé. D'où, techniquement, enfin voilà, donc c'est aussi pour ça, évolution capillaire. Donc, chapitre 2, comme je disais, donc, il se retrouve avec son oncle réfugié sur le royaume de la Terre, où il va commencer à voir de plus en plus les réfugiés de guerre, les personnes victimes collatérales de la guerre de sa nation, de la nation du feu,
et il commence à douter justement des actions des actions de sa patrie. Et découvre également que ce qui le caractérise le plus, sa cicatrice donc sur le visage, qui est pour lui la marque de sa honte, c'est chose commune pour trop de civils, justement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode où il voit une jeune fille, où lui et son oncle sont accueillis chez des personnes et qu'une jeune fille lui montre sa jambe avec la cicatrice. Oui. Si, c'est l'épisode pivot pour l'évolution de Zuko, donc Mm. c'est un des moments les plus marquants de toute la série, je trouve. Il y Ouais, a, avec l'épisode Zuko Alone, ouais, Zuko seul. il y a un plan sur son visage où sans que sans que la Sans que ce série soit dit. sans que la série verbalise ce qui se passe à l'écran, tu vois le visage de Zuko changer et tu le vois saisir et comprendre tout, tout le mal qu'il a pu faire et à quel point il se trompe sur plein de sujets en fait. Ouais, c'est ouf. Enfin, voilà. Mm. Non, enfin, vraiment, l'écriture de ce personnage, de toute façon, est absolument exceptionnelle. Donc, on continue justement sur l'épisode Zuko seul, où il commence à être moins égoïste et moins centré sur lui-même et à essayer d'aider les personnes qui l'entourent. Où il aide justement une famille avec un petit garçon dont le grand frère est parti à la guerre. Et voilà, il essaye de s'adapter, d'aider les gens, etc. Et se rend compte qu'une fois où les personnes voient qu'il est de la Nation du Feu, se mettent à le détester, alors que lui, on lui a appris, parce que la série parle de propagande aussi, c'est important, parce qu'on lui a appris que c'était justement pour répandre les connaissances de la Nation du Feu, pour répandre tout ce qu'on a pu raconter justement aux époques colonialistes, hein, d'ailleurs, c'est aussi une grosse critique de la colonisation, où le peuple, enfin, la Nation du Feu considère qu'elle a des choses à apporter aux autres peuples, là où les autres peuples les détestent. Et c'est là qu'ils commencent à se rendre compte justement aussi de tout ça, qu'ils se rendent compte que les actions comme je disais, de sa patrie ne sont pas correctes, ne sont pas louables, qu'effectivement, il retrouve son oncle et vont se réfugier à Ba Sing Se. À Ba Sing Se, son oncle Hiro, justement, essaye de le pousser à se construire une nouvelle vie en tant que réfugié. Donc, il ouvre un magasin de thé, etc. Il essaye de le brancher avec une fille. Zuko est socialement pas très doué, d'ailleurs. On l'apprend assez vite. Je suis désolée, je me mélange. Pour le coup, je n'avais pas prévu de parler de tout. Donc, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas. Et Ouais, je me rappelle plus exactement l'enchaînement en fait, des péripéties hmm, arrivées là en fait. Euh, après, il y a donc, il voit que Aang est à Ba Sing Se également et qu'il cherche Appa, son bison volant. À partir de là, il va essayer de le retrouver lui-même sous le personnage de l'Esprit Bleu. Et son oncle le met face à lui-même en disant à Zuko qu'il devrait essayer de réfléchir à qui il est et quel est réellement son destin. Est-ce que c'est les destins qu'on lui a imposés ou est-ce que c'est son destin à lui dont il va décider tout simplement. À ce moment-là, Zuko décide de libérer Appa et après il a une fièvre, justement montrant le début de son changement. Au retour de sa fièvre, il devient un peu trop gentil à mon goût. Je ne sais pas si vous aussi vous avez fait peur à ce moment-là. Oui, mais Mais c'était pas un rêve, ça. après qu'il se réveille de sa fièvre, il est super gentil, il redemande de la soupe à son oncle, Bah, il est faut pas super oublier. emballé par le magasin de thé. Ah oui, ap- c'est vrai, c'est vrai. Après, je me souviens plus exactement de la chronologie, mais
il y a pas que sa bonté d'âme qui va faire qu'il devient gentil, quoi. Il y a quand même autre chose qui le motive. Pas à 100%, mais évidemment. Genre, enfin, peut-être je me souviens mal, mais il a des sentiments pour un autre personnage hein, qui se développe. Bon, non, il est avec Mei. D'accord, je dois mal le souvenir. Alors ça, c'est autre chose. Donc, à partir de là, donc, Zuko devient un paladin, hyper gentil, voire trop, c'est presque flippant. Finalement, la guerre rattrape Zuko et son oncle. Et Zuko se retrouve enfermé dans une prison qui est sous le palais par le Daiji, donc le service secret de Ba Sing Se, et Azula, sa sœur. À partir de là, s'ensuit justement une discussion intéressante avec Katara, je pense que ça doit être ça dont tu devais parler, où il explique Oui, également que c'est ça. pour lui, la Nation du Feu a pris sa mère également. Parce qu'il y a aussi une grosse, grosse histoire, un gros background avec sa mère dont il va apprendre un peu plus dans la saison 3. À partir de là, s'ensuit un combat justement avec Azula contre Aang, on va dire principalement. Et Azula demande à Zuko de faire un choix entre la possibilité de la rejoindre et de pouvoir rentrer chez lui, et donc entre ça et de choisir Aang et d'aider le groupe à vaincre le Seigneur du Feu. Et là, il y a deux petites choses qui se passent. Déjà, on pense qu'il a fini sa transformation, qu'il est devenu bon, qu'il va choisir Aang. Et au final, il choisit d'épauler Azula contre Aang. Et donc, tu parlais de l'animation tout à l'heure pour ce moment où il voit la cicatrice et qu'il la regarde et que justement, sans rien dire, on voit qu'il a tout compris. Et bien, à ce moment-là, au moment où il commence à envoyer des boules de feu contre Aang, on voit dans son regard un mélange de rage et de panique. Et comme tu disais, Flo, un espèce de reflet de la dissonance cognitive qu'il ressent au final à ce moment-là, au moment où il choisit de s'en prendre à Aang. Et je trouve que si beaucoup ont été choqués de ça en disant bah oui, bah non, mais il était devenu gentil, etc., moi j'ai trouvé ça extrêmement intelligent. Parce que s'il avait rejoint le bon côté, entre guillemets, tout de suite, il aurait eu toujours une petite voix, un petit quelque chose dans sa tête où il se serait posé la question, et si j'avais fait l'autre choix, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que mon père m'aurait accepté? Est-ce que j'aurais eu ce que je souhaitais? Et c'est parce qu'en fait, son personnage, il est. Et c'est le point sur lequel tu n'arrêtes pas de rebondir depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, il a des gros problèmes avec son père. Oui. Et en fait, il peut seulement enclencher sa rédemption quand il a résolu son problème avec son père. Et en fait, ce qu'il a appris à Ba Sing Se et au Pays du Feu, c'est comment En dire, fait, c'est ce les. qu'il a appris, tout ça à Ba Sing Se, etc., c'est le fait que ce que fait sa nation, c'est mal. Mais en Ouais, soi, c'est ça. Et Zuko, c'est pas son honneur qu'il recherche, c'est c'est l'approbation de son c'est père. l'approbation de son père. Voilà, c'est exactement ça. C'est l'approbation de son père. Et c'est là où pour moi, c'est absolument logique qu'il n'ait pas rejoint Aang tout de suite, parce que si ça avait été que l'amour de sa patrie, il n'y aurait eu aucun souci. Mais le problème de fond, c'est pas ça. Ouais, c'est C'est ça. pas sa patrie le problème de fond. Ouais. C'est l'approbation de son père, c'est l'influence qu'a son père sur lui et sur ses actes. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, on se rend compte que et en fait, Zuko, il a encore plus de couches à son personnage que ce qu'on croyait, en fait. C'est un millefeuille, en fait, au final. C'est un oignon, c'est comme Shrek. Ouais. Et donc voilà, donc finalement, Aang est présumé mort. Azula raconte à son père que c'est Zuko qui a tué l'Avatar parce que Azula, sa sœur, est une connasse et elle se doute bien que l'Avatar est encore en vie. Et les manipulatrices. Ah oui, elle est manipulatrice. Tu m'étonnes que Zuko il ait fini comme ça, avec une famille pareille.
Et donc, Zuko retrouve tout ce qu'il souhaitait. Son trône, son statut d'héritier, sa maison, une copine grincheuse. Son père semble l'approuver à nouveau. Bah, il se Et rend au compte en final, fait que voilà, il se ça, rend compte qu'il est, qu'il est toujours pas heureux en fait. il est toujours pas heureux, il est toujours en colère. Et il y a le magnifique épisode de la plage où à la fin, il dit qu'il est en colère contre lui-même, qu'il a jamais, qu'il est encore plus en colère que jamais. Alors que normalement, il devrait avoir tout ce qu'il veut, Parce qu'il sait qu'il a pas fait le bon choix. sûrement. Et c'est à Et, partir de là qu'il va vraiment ouais. finir par rejoindre Et Aang non, pour moi, sa le femme. gros tournant, et c'est ça que j'aime beaucoup dans Avatar, c'est les cercles, ce sont les cycles. Et tu vois qu'il y a énormément de cycles justement dans Avatar. Et le cycle de Zuko, sa transformation se finit en soi par un conseil de guerre, c'est-à-dire par le même genre que ce qui a fait débuter son arc justement à Zuko. C'est-à-dire qu'il se retrouve en conseil de guerre avec son père et sa sœur, et où il propose encore une fois quelque chose d'horrible, mais là où cette fois Zuko se tait, contrairement à la première fois justement où il a parlé et qui s'est fait scarifier. Là, il a décidé de se taire, d'être, comme il dit, le prince parfait, et il dit effectivement que le problème, ce n'est pas lui, et que en fait, s'il veut rester lui-même, il n'aura jamais l'approbation de son père. Euh, il n'aura jamais son amour. Parce que Zuko ne sera jamais le prince parfait, le prince souhaité par son père. Et c'est là où je pense que c'est très très bien fait, parce que c'est parfaitement en dualité, en opposition avec, comme je disais, le début de son arc, hein, le premier conseil de guerre. Et c'est là où justement il décide de partir pour rejoindre l'équipe d'Avatar et l'équipe de l'Avatar, et pour rétablir l'équilibre du monde et les aider à défaire son père. Et avant de partir, il confronte justement son père. Voilà, justement là-dessus, et même il finit bien en disant, ce n'est pas à moi de m'occuper de vous, c'est à l'Avatar. Et ça veut dire qu'il a déjà évolué aussi à ce niveau-là. Il commence à revoir justement ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, et quel est son destin. Et par rapport au destin des autres également. Enfin, d'ailleurs, ce passage est très beau, hein. On voit parfaitement dans la voix de Zuko, que ce soit en VO ou en VF, toute la rage, toute la rancœur et toute la peine qu'il a en racontant et en rappelant les faits à son père. Quand il lui parle, je trouve ça absolument magnifique. Zuko, absolument magnifique. Oui. Et contrairement à beaucoup d'autres séries, sa rédemption n'est pas suivie directement par sa mort. Ah. Et ça, c'est bien, parce que après, autant on a un Zuko qui a changé, et après, on a un Zuko qui respecte les décisions des autres, qui se laisse humilier, qui se laisse rejeter, tout ça pour pouvoir avoir une vraie confiance de la part du groupe de héros, et pour réussir à se faire accepter réellement, comme je disais, par confiance. L'inverse de sa sœur, en fait, qui, elle, s'entoure par la peur, lui, il voulait se faire entourer par la confiance des gens, et il fallait essayer d'acquérir cette confiance. D'où aussi, effectivement, l'importance de toutes les petites quêtes secondaires qu'on a après. Zuko et Aang, Zuko et Sokka, et Zuko et Katara. Parce qu'il fallait qu'il arrive à acquérir la confiance des membres du groupe. Et c'est là où j'ai vraiment également trouvé ça très, très intéressant. Et c'est pour ça que l'arc de rédemption de Zuko est absolument merveilleux. Ouais, parce qu'en fait, le fait que le personnage change et que lui, intérieurement, ait évolué, ça suffit toujours pas, en fait. Il faut aussi qu'il soit, comme tu disais, accepté faut qu'il soit accepté par les autres et que les autres voient le changement, parce qu'au départ, ils lui font pas Mm. confiance, en fait. Oui, c'est ça. Et comme je disais, donc, ils acceptent leurs décisions. Et je trouve ça aussi très important et très beau, parce que souvent,
l'arc de rédemption est souvent suivi par la mort du personnage. Et, Mais en et fait, ce qui se passe en général, c'est que le personnage, il va avoir un déclic à un moment donné. Et ce déclic, en fait, euh, il a lieu souvent dans le climax ou un truc comme ça. Et ce qui fait qu'en fait, juste après le déclic, il va se sacrifier pour les gentils. oui, C'est ce qui arrive en fait dans les trois quarts du temps. Et là, c'est pas le cas en fait. La transition de Zuko, elle arrive pendant la saison 3. Et ensuite, il y a encore. enfin, Zuko, la rédemption de Zuko, elle arrive quasiment dès la saison 1, hein, Alors, dès la je saison 1, je sais trouve. pas, mais. Non, non, non. Justement, il a. Je sais pas, je pense l'épisode de la tempête, au moment où tu as un des marins qui tombe et que Zuko le rattrape. Ouais, mais c'est tard dans la saison 1, c'est quand même. Puis on Bon, peut pas dire que c'est incroyable de sauver quelqu'un quand tu peux le faire non plus. Ouais. Je veux qu'on parle d'Azula. Oui, Je veux mais dire, il parle justement, d'une famille hmm. sacrément problématique psychologiquement, hein. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez à chaque fois du changement de Zuko, mais tu as bien mis en lumière que dès le départ, il se fait exclure parce il avait un bon fond dès le départ, en fait. Mm. C'est Bah, absolument. Et puis, c'est ça. puis mais je pense que là-dedans Plus une aussi, il y a eu révélation qu'un changement. il y a eu la maman, parce que, bon, après, on va partir dans la famille et dans le background, mais Azula, ayant été soi-disant née chanceuse, avait été vraiment la fille favorite, la fille préférée de Ozai, donc le père. Et là où Zuko était délaissé, sans compter que, attention, spoil, spoil, dans les comics, on apprend que Ursa, donc sa mère, se doutait que ses courriers étaient lus par le Seigneur du Feu et a mis que Zuko était le fils de son fiancé. Parce qu'elle était fiancée avant de devoir se marier avec Ozai. Elle était fiancée à quelqu'un d'autre. Et donc, dans sa lettre, elle fait croire que Zuko est le fils donc, de ce fiancé, de ce premier fiancé. Et donc, Ozai, forcément, finit dans une colère noire et annonce à Ursa que. Et Ursa lui dit: Ah, je le savais, en gros, que tu lisais mon courrier, etc. Évidemment, c'est faux. Voilà, voilà. Et Ozai, en gros, lui répond: Très bien, et bien, dans ce cas, je vais faire comme si Zuko n'était pas mon fils. Et, et je pense que c'est là aussi qui a fait la séparation entre Azula et Zuko, c'est que résultat, Zuko a été directement, très rapidement dédaigné par son père, en partie à cause de ça et en partie parce que il a un bon fond et qu'il était moins doué qu'Azula. Et Zuko passait beaucoup plus de temps avec sa mère qu'Azula. Et je pense que ça a aussi pas mal aidé dans le fait qu'il ait un meilleur fond que sa sœur. Je sais pas si vous aviez lu un peu les comics. bon, non, moi, je me suis arrêté à la série. Donc voilà, donc ça explique aussi un peu cette base. Et surtout, Zuko avait un héros que n'avait pas Azula. Ce qui est plutôt bien pour choisir les bons, pour faire les bons choix. Je crois que il y a rien de plus déchirant que de voir Hiro faire face au mauvais choix de Zuko. Oui. Mais on voit qu'il est déçu, Hiro. Ouais. Et, Alors attends, Ce en qui est parlant de important aussi, héros, c'est d'ailleurs, oui. ouais. Bah, c'est que tout le monde l'appelle oncle héros, mais il y a tout un chemin qui va faire qu'au final, Zuko le voit vraiment comme son vrai père, en fait. Ben, tout comme Hiro Père, le voit comme son fils. Et c'est voilà, là où c'est ça. justement j'enchaîne avec l'arc de rédemption qui est trop souvent oublié, qui est celui de Hiro. Parce qu'on dit souvent que Hiro n'évolue pas, alors que pour moi, si. Dans le premier, il est vraiment dans l'accompagnement de son neveu. Voilà, il le suit, il l'aide, etc. Dans la saison 2, il est vraiment dans le neutre, dans le on ne fait rien, on est bien là où on est et c'est tout. Dans le 3, il est dans l'affrontement de ses propres démons en finissant son arc qui a été débuté plusieurs années plus tôt lors du siège de Ba Sing Se, là où il a perdu son fils. Et le fait que justement Hiro finisse par son arc par la reprise de la ville de Ba Sing Se à la Nation du Feu, je trouve ça génial.
Ça rejoint effectivement le cycle que je vous disais où Zuko, ça a commencé par son premier conseil de guerre et sa transformation s'est réellement finie à la fin de son deuxième conseil de guerre. Là où Hiro, ça a commencé avec le siège de Ba Sing Se en tant que général de la Nation du Feu, en tant que conquérant, et se finit par un héros chef du Lotus Blanc qui reprend la ville de Ba Sing Se à la Nation du Feu. Enfin, moi, je trouve ça génial. Ouais, ça allait. Que je repars sur la musique que je disais tout à l'heure, qui est épique et qui est très très bien choisie, juste par l'épisode de The Last Agnikai, où justement on a l'Agnikai entre Zuko et Azula, où on pense que ça aurait pu être une musique épique comme on a dans beaucoup d'animés, comme beaucoup de films, etc. Et non, on a une musique triste, on a une musique tragique, parce que c'est triste et c'est tragique, un combat entre un frère et une sœur. Voilà. C'est juste, surtout pour finir comme ça. Petit mot sur la fin. Donc le dernier combat entre Ozai et Aang, justement, où, petite citation d'Ozai, où il dit à Aang, « Tu n'es qu'un faible comme tous les nomades de l'air, il ne méritait pas de vivre dans ce monde, dans mon monde. » Et c'est là où je trouve la fin effectivement aussi géniale, c'est parce que si Aang avait tué Ozai comme ce qui était prévu de base, ça voudrait dire qu'Ozai aurait eu raison et que la violence est la réponse à toutes les questions. Alors qu'en trouvant une autre voie, Aang a prouvé qu'on pouvait gagner en respectant ses idéaux moraux et sans être faible pour autant. Donc pour moi, vraiment la meilleure fin possible. Des petits fun facts comme ça, la voix du Seigneur du Feu, Ozai, c'est incarné par Mark Hamill. Je trouve ça rigolo de la dire. Et celle de l'amiral Zhao, c'est la voix de Jason Isaac, alias Lucius Malfoy, qui correspond très très bien, je trouve. Alors tout le monde, je pense, n'a pas la mémoire des noms. Mark Hamill, c'est Luke Skywalker. Ouais. Voilà. Et D'ailleurs, Qui avait un problème avec son papa aussi. oui. il double d'autres. Il a l'habitude de doubler des vieux qui sont sages, j'ai l'impression. Ouais, mais là, il est pas sage, c'est Ozai. C'est le méchant Seigneur du Feu. Ah oui, pardon, non, j'avais pas suivi. T'inquiète pas. Il fait le Joker aussi dans la série animée Batman. De 1992, je Ouais. crois. Petit fun fact aussi, Hiro faisant partie du Lotus Blanc, c'est un fervent défenseur de l'apprentissage venant des 4 peuples. Et on remarque d'ailleurs qu'il adopte certaines techniques de tai chi dans ses combats, en dehors de la redirection des éclairs. Quand vous regardez, il est vraiment dans l'accompagnement des coups pour se battre même au corps à corps sans maîtrise, on va dire. Et on voit également que Katara utilise, elle, certaines postures de maîtrise de la terre ou encore de l'air dans certains de ses combats également. Donc je trouvais ça intéressant à dire. Autre fun fact qui m'a fait beaucoup fait rire, le maître de l'air de Aang, le maître de l'air de Aang, qui est Yatso, s'appelle Yatso, et le fils de Aang dans Korra s'appelle Tenzin. Et comment s'appelle l'actuel Dalai Lama? Alors là, Tenzin Yatso. Oh. Voilà, je trouvais que c'était intéressant à expliquer. Et dernier petit fun fact, l'épisode de la saison 3 avec les acteurs de l'île de Brest fait un petit melting pot de tout ce qui a pu être reproché à la série, comme le moment où le public bâille devant le début de l'arc de Ba Sing Se, qui a souvent été critiqué comme un moment trop long et trop ennuyeux. Ce que la série aurait été s'ils avaient accentué les caractéristiques des personnages, au point que ça en devienne des caricatures, voire surtout Katara et Sokka. Et aussi une partie de ce qui a été prévu de base et qui a été modifié en cours de route, comme le couple Katara-Zuko au lieu de Katara et Aang. À la base, c'était le couple qui était prévu. Ou encore Toph, qui devait effectivement, à la base, être un gros bonhomme musclé. Mais moi, je pense que c'est mieux que Toph soit une fille aveugle qui a été surprotégée, là, parce que elle a vraiment de la force de caractère, tout ça, puis ça n'aurait pas eu le même effet. Ça aurait été un gros bonhomme musclé. Oui, je trouve aussi que ça a été une décision absolument parfaite. On va dire fin du spoil pour accélérer un petit peu, timecode. Et donc voilà, donc pour résumer tout ça, ce n'est pas un animé que pour les enfants, c'est un animé pour tous les âges, avec différentes grilles de lecture qu'on peut regarder à plusieurs périodes de notre vie.
On le voit d'ailleurs bien avec le nombre de vidéos réactions sur YouTube de personnes qui découvrent Avatar et qui ont plus de 20 ans et qui apprécient tout de même la qualité de l'œuvre, ou même du JDG, hein, qui a récemment tweeté que c'était passé directement dans son top 5 des meilleurs animés alors qu'il a 40 ans. Et oui, JDG Non, avec mais E. j'irais même plus loin. Je pense que pour vraiment apprécier Avatar, faut être adulte, en fait. Je pense que quand t'es petit, tu comprends pas tout, hein. Ouais, parce que je suis d'accord, parce que c'est mon premier visionnage en ce moment, puis j'ai pas encore terminé. Puis, tu sais, si je serais un enfant, tout ce qu'on a parlé par rapport à la rédemption à Zuko ou juste l'évolution d'Airo, je serais passé à côté. J'aurais jamais compris tout ça quand j'étais enfant, puis j'aurais passé à côté de plein de choses, là. Ouais, mais après, ça ne veut pas dire pour autant que Ouais, tu tu peux peux pas pas l'apprécier, apprécier. hein. Mm. Ah, je pense Après, qu'un enfant qui... pour 7-8 ans, à mon avis, c'est peut-être un peu trop jeune, mais on va dire 11-12 ans. Et après, tu peux le regarder au moins tous les 2-3 ans et tu vas toujours découvrir des nouvelles Ouais, choses c'est que tu n'as ça. pas fait Oui, c'est ça, attention ouais, avant. voilà. Enfin, franchement, pour moi, Avatar, le dernier maître de l'air, c'est une série d'animation que je me regarde au moins une fois par an. Et à Ouais, chaque bah, fois, je découvre des choses. Là, le coup je des peux écritures, comprendre. je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, hein. Moi, si je peux rajouter un truc, c'est si vous suivez les conseils de la chronique et que vous avez adoré Avatar et que vous en voulez toujours plus, c'est que la chaîne officielle YouTube de Avatar, le dernier maître de l'air, donc vraiment la chaîne officielle, elle est ultra active avec pas moins d'une vidéo par jour. Donc, si vous voulez toujours avoir votre dose d'Avatar tous les jours, bah, il y a On veut une vidéo toujours par plus jour. d'Avatar. Toujours. Donc voilà, donc pourquoi un animé pas que pour les enfants, tout simplement parce on y traite le deuil, on y traite la perte, on y traite la guerre et pas la guerre avec les grandes batailles comme on disait, les chants et les combats épiques. Non, on parle de la guerre moche, la guerre qui détruit, la guerre qui te sépare des familles, celle qui fait perdre des proches et celle qui te fait perdre ta maison, ton foyer. On y parle de propagande, de génocide, le fait d'être le dernier de son peuple, de séparatisme des classes, questionnements moraux, la quête de soi, la culpabilité, la rédemption, la famille et son influence, le féminisme également, le patriarcat se prend de bonnes taloches dans la tête avec cette série, ainsi que d'écologie. On y traite également surtout l'amour, l'amitié, la famille que l'on se crée et la confiance. Le tout traité sans prendre les enfants pour des débiles et toujours saupoudré d'une bonne touche d'humour. Et ça fonctionne et c'est absolument incroyable que ça fonctionne. C'est un véritable numéro d'équilibriste qu'ont fait les créateurs là-dessus. Tout marche, l'humour marche, la tragédie, le drame marche, les questionnements fonctionnent, tout fonctionne. Et encore une fois, comme preuve à quel point c'est absolument extraordinaire cette série. Donc encore plus des vidéos réactions de personnes adultes qui découvrent l'animé et qui la plupart du temps répondent donc ce que j'avais dit plus haut, je savais que ça serait bon, mais je ne pensais pas que ça serait aussi bon. On n'a qu'à voir par exemple la création d'un Kickstarter pour la création d'un jeu de rôle sur table dans l'univers d'Avatar, qui sur les à peu près 43 000 euros demandés a atteint à ce jour 6 413 000 euros. 6 millions d'euros Wow. pour un jeu de rôle sur table. Et Ah pour le coup, ouais! non, mais pour vous dire, j'ai regardé au début de l'épisode tourné ici, c'était à 6 396 000. Il s'est pris 17 000 euros le temps de l'épisode. Voilà. Il reste que 4 jours. Les goodies ont l'air oufissimes. Allez voir. Hello, c'est le flow du futur. Alors, on est le 14 septembre, au moment où je monte cette partie de l'épisode, qu'on a enregistré fin août. Entre-temps, la campagne Kickstarter s'est achevée, et en fait, ils ont récolté 9,5 millions de dollars. Pour vous donner une idée, on est plus sur le budget d'un bon gros jeu vidéo là. C'est juste ouf. Même encore aujourd'hui, donc 15 ans plus tard, il y a le projet de live action Netflix qui est en cours depuis un sacré moment. Un sacré moment aussi parce que ça a été retardé à cause du départ des créateurs d'Avatar, donc ce qui inquiète énormément les fans. D'ailleurs, news, on a eu le casting des 4 personnages principaux, donc Ankh, Katara, Sokka, Zuko.
Le casting, pour le moment, a l'air assez prometteur, en tout cas en termes de représentation des peuples d'Avatar. Totalement le contraire du film de Shyamalan. D'ailleurs, au petit passage, l'actrice qui joue Katara vient de la tribu Mohawk, qui est une tribu iroquoise et donc amérindienne. Et l'acteur qui joue Sokka a des origines Cherokee, donc amérindien aussi, donc qui peut se plier un petit peu, enfin surtout Mohawk, qui peuvent se plier un peu aux Inuits. Alors que le film, le précédent C'était des live acteurs action, bien blancs, bien américains, bien. c'était le même casting que Narnia, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, donc en gros, déjà au moins un beau point pour le casting, mais si les créateurs sont partis, c'est quand même assez inquiétant, donc à voir. Départ des créateurs qui a néanmoins créé une bonne nouvelle, c'est-à-dire la création d'Avatar Studio chez Nickelodeon, avec pour le moment apparemment un projet de film d'animation en sortie cinéma. Alors, qu'est-ce que ça va bien pouvoir raconter? On ne sait pas trop, on n'a pas trop d'infos. J'espère personnellement que ça va être le background d'Hiro, s'il vous plaît. D'ailleurs, en parlant de fans, il y a aussi une fanfiction sur la légende de Genji. Donc, ils ont inventé un prochain l'avatar après Korra, donc un avatar maître de la terre, qui est né dans les tribus du sable, donc un avatar maître du sable. Voilà, qui a l'air assez oufissime et que franchement c'est tellement bien fait qu'on croit vraiment que c'est les créateurs qui ont créé Genji. Donc voilà, et puis bah, moi si après avec tout ça vous avez toujours pas envie de voir ou de revoir Avatar le dernier maître de l'air, qui est disponible sur Netflix, je sais pas quoi dire d'autre pour essayer de vous convaincre. Hein. Ben, j'ai pas du tout envie. Non, je rigole. Tu Ouais, dois encore Je suis finir en train de déjà. regarder, fait que je sais franchement pas quoi dire de plus. Ouais. Bah, moi, je dirais juste que, bah, effectivement, hein, toute cette série, c'est un petit miracle parce que tous les éléments fonctionnent en synergie pour que ce soit vraiment bah, unique et excellent de bout en bout, en fait, que ce soit, bah, comme tu l'as évoqué tout du long, hein, mais le scénario en lui-même, l'évolution des personnages, l'animation, les musiques, tout est cohérent, tous les éléments se répondent les uns les autres et c'est incroyable qu'un truc comme ça, destiné en plus à des enfants, existe, quoi. Enfin, Mm. Ouais, non, mais c'est. Enfin, ça le rend encore plus précieux, quoi. absolument. Absolument. Donc, Il a comédie, hein, aussi. oui, l'aspect comique. Oui, bah oui, enfin, ouais, je comptais ça dans l'écriture du coup. Mais ouais, ça sait alterner les registres là où il faut, comme il faut. Mais On a, on a je veux parlé dire, de personnages juste assez par gras. exemple, des blagues sur un personnage aveugle, ça aurait pu tellement tomber à côté. Et non, à chaque fois, ils sont tombés Mm. juste sans que ça soit dans la pitié, dans la plainte ou dans le harcèlement. C'est Moi, pile pour la Bah, de si toute je pitié. façon, peux, ouais. Ouais, si, vas-y, si, vas-y. si je peux donner la scène que j'ai trouvée la plus drôle de la série, c'est quand il placarde des pancartes et que Toph met la sienne, colle la sienne à l'envers vu qu'elle est aveugle, c'est-à-dire la tête en bas. Et donc on lui dit tu l'as mis à l'envers et qu'elle la retourne, c'est-à-dire qu'elle met la face visible sur le mur. Cette scène me fait trop rire. Ah, alors je sais pas, ça doit être peut-être en VO parce qu'en VF, elle prend l'affiche, elle la colle et elle dit il a la tête en bas, c'est ça. Et en fait, le texte était contre le mur de toute Oui, façon, c'est donc on ça. savait même Ouais, pas s'il avait la tête en bas ou pas. ouais, ok. Donc voilà. Ouais, Après, ça amène aussi des personnages, enfin des moments extrêmement touchants, hein, comme quand Mm. Toph demande à Katara de lui écrire une lettre. Ouais, Donc voilà, c'est beau. Regardez, oui. regardez Avatar. Regardez Avatar et votre vie va changer. Et apprenez toutes les répliques de Hiro par cœur pour les sortir à vos enfants, à vos neveux, à vos nièces, à vos C'est cousins, ça. et à vos petits-enfants. à tout le monde. Bon, sur ces belles paroles, moi je propose de sauter la partie recommandation et de conclure l'épisode qui va déjà être beaucoup trop long. J'avais prévenu que je mettrais un peu de temps. Ouais, ouais, bah là, voilà, donc, on est N'hésite pas à à... couper mes E. Ouais, on est à plus de 3 heures là d'enregistrement, donc déjà moi ça va me prendre un temps fou à monter, et l'épisode va être long, donc, ce qui est pas mal en soi, mais voilà, on va s'arrêter là du coup.
Et puis on décalera nos recommandations pour le prochain épisode. C'était très intéressant. Voilà. Donc du coup, je vous remercie tous les trois d'être venus faire cet épisode avec moi. Je remercie également les auditeurs et les auditrices d'être restés jusqu'au bout. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux. Hein. Tous les différents comptes sont dans la description. Principalement sur le Discord, hein, vu que c'est là que tout se passe globalement. Voilà. Encore merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée, à la prochaine. Bonne soirée. Ciao.